s'il y a des dossiers intéressants à mettre en PEA, PME sur ce mois de juillet 2025. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les critères d'éligibilité au PEA, PME. Je suis allé sur Fortuneo Bank, j'ai recherché les critères. Donc on a deux, on va dire, ouais, allez, on va prendre les critères de cette section. Donc 5000 personnes, 5000 employés à plein temps maximum, chiffre d'affaires annuel maximum de 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan de 2 milliards d'euros. Allez, on va sur le screener. J'ai pas la possibilité de mettre des ou dans les critères, donc on va ajuster ça. Donc on va prendre les cotations principales d'entreprises françaises qui se négocient en France, toute industrie confondue. On va prendre le total de bilan, donc 2 milliards d'euros maximum. Donc, alors c'est à peu près le total de bilan, c'est pas exactement ça. Valeur d'entreprise, c'est market cap plus dette nette ou cash net, moins cash net du coup. Donc bon, c'est à peu près ce que ça correspond à peu près au total du bilan. Ensuite, on va prendre les employés, donc 5000 employés maximum, croissance chiffre d'affaires à 1,5 milliard maximum. Et ensuite, on met nos critères à nous, donc market cap de 100 millions d'euros minimum pour avoir des dossiers qui sont liquides. Alors, rendement des capitaux investis de 7% pour avoir des dossiers sur lesquels la rentabilité est correcte. Un endettement maximum à 3 fois l'EBITDA, donc levier à 3 fois l'EBITDA. On y va, on passe en revue les colonnes avant d'attaquer la présentation des sociétés. Hop, on est sur le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, parce qu'on n'a pas en euros dans cet écran malheureusement. Peut-être qu'un jour on l'aura. Croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans pour lisser un peu les effets de cycle. Les 8 types de valorisation par rapport au flux, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio co-bénéfice, ratio co-free cash flow. Type de valorisation par rapport aux actifs tangibles. Donc là, ici, on n'a pas de décote, donc on va pouvoir mettre ça de côté. Rendement des capitaux investis, la rentabilité opérationnelle de la société. Le levier financier, en termes de dette nette sur EBITDA. Le rendement du dividende quand il y en a un. Le rendement de l'actionnaire pour vérifier, pour voir s'il y a rachat d'actions ou dilution potentielle. Free cash flow par rapport au bénéfice net. Payout ratio. Le payout ratio, c'est la part de bénéfice net versé en dividende, mais il faut que les free cash flow soient équivalents au bénéfice net à minima, parce qu'on paye le dividende avec les free cash flow. Allez, premier dossier de la liste, c'est Robertet. Donc là, on est sur une société qui est dans le parfum, en fait, la réalisation de, est-ce qu'on peut dire arôme, en tout cas matière première qui rentre dans les parfums. Donc ça commence à être une mid-cap quand même, 1,8 milliard de dollars de market cap, c'est assez gros. 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc une bonne croissance quand même, un bon fonds de croissance. Ça se paye un petit peu cher. Un petit peu cher, mais ça reste raisonnable. On est à 13 en VE sur EBITDA, 21 en PE, 24 en presse free cash flow. C'est normal, il y a de la croissance et la rentabilité est correcte. On a 11% de rendement des capitaux investis, ce qui est pas mal. Donc on paye la qualité et la croissance un petit peu cher. Un bilan qui est sain, on en a moins d'une fois les bidas en dette nette. Un petit dividende, 1,2% de rendement du dividende. Il y a peut-être un peu de dilution, il faut regarder. S'il y a des actions qui sont mises en circulation. Enfin, il y a des actions qui sont mises en circulation, mais est-ce que ce sont des nouvelles actions? Il faut vérifier ça. On a un payout ratio qui est à 20%, avec des free cash flow un peu plus bas que les bénéfices nets, mais bon, pas si loin. Donc il y a les moyens de monter ce dividende. Après, la société, elle a encore en croissance organique. C'est d'ailleurs normal, là on va voir que des sociétés qui sont en théorie en croissance organique puisque ce sont des small cap. Donc la société a besoin de réinjecter du cash pour financer l'activité et la croissance. Donc le payout ratio n'est pas encore très élevé et c'est normal. Bon, Robertet, c'est un bon petit dossier, c'est de la qualité, c'est de la croissance à prix raisonnable. Moi, je suis un investisseur value, je n'ai pas du tout ce genre de dossier, mais pour un investisseur plutôt croissance, à mon avis, ça se regarde quand même comme dossier. Ensuite, on est sur l'Ectra, donc on est dans le logiciel, 1,1 milliard de dollars en market cap, 14% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc on a une forte croissance quand même, 12 en VE sur EBITDA, donc c'est raisonnable, 33 en PE, ça a l'air cher, mais on est à 12 en free cash flow. La société, elle a dégagé, en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose qui a impacté les bénéfices nets temporairement, donc il faut regarder, est-ce que c'est équivalent, on va dire, sur la longue route, le free cash flow par rapport aux bénéfices nets. Mais les autres, enfin voilà, les multiples de price free cash flow et de VE sur EBITDA sont pas trop élevés, c'est pas hyper cher comme dossier. On a un payout ratio à 46%, mais comme les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, on est en fait à 15% de payout ratio. Un dividende de 1,6%, c'est pas énorme, mais ça a la marge pour augmenter assez sensiblement. Pas de dette sur le dossier. À nouveau, un dossier intéressant d'un point de vue croissance à prix raisonnable. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Equasens.
c'est l'ancien Pharmagest Interactive, donc spécialiste du logiciel pour les pharmacies. 874 milliards de dollars de millions de dollars de market cap, donc une grosse small cap, on va dire. 6,5 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sous 5 ans, donc il y a encore un fonds de croissance intéressant. 16 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 24 en PE, 24 en price to cash flow. Je trouve ça un peu cher pour une boîte qui a pas une croissance convenable, hein, mais il faut voir si ça réaccélère dans les dernières années. C'est peut-être ça qui justifie ces multiples un peu élevés. On a 11,6 en rendement des capitaux investis, c'est correct, mais après, dans le logiciel, on a forcément des rentabilités qui sont élevées une fois qu'on a une grosse part de marché, parce que c'est pas consommateur de capital, c'est pas intensif en capital, c'est leur activité. Donc, on doit structurellement avoir une rentabilité qui est correcte. Je trouve que ça se paye un peu cher, hein, quand même. On est à 0,3 fois l'EBITDA en dette nette, donc il n'y a quasiment pas de dette. 2,5% de rendement du dividende. Un petit peu de dilution potentielle, mais à vérifier. On est sur un payout ratio à 52%, équivalence free cash flow bénéfice net. Bon, voilà. Les croissances, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais c'est un peu cher. D'un point de vue de qualité, c'est bien, mais c'est un peu cher. Groupe Dila. Là, on est sur une boîte typiquement value. Elle est dans le fonds France d'indépendance AM, le fonds, à mon avis, le meilleur fonds français, voire européen, spécialiste de la value. Donc ici, c'est une société familiale qui fait de l'emballage alimentaire. 614 millions de dollars de market cap, donc une small cap, une grosse small cap, on va dire. 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est bien, ils font de la croissance externe, hein, parce que en fait, on fait la croissance de l'économie, on doit faire la croissance du PIB en organique, ce qui n'est pas énorme, mais on vient ajouter un peu de croissance externe pour booster ça, c'est bien. C'est complètement value, hein. On a 5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 10 en ratio co-bénéfice, attention qu'on est à 20 en price to free cash flow. Je soupçonne une dépense en capital ponctuellement élevée sur les 12 derniers mois, je ne pense pas que ça soit structurellement élevé. Moi, je m'attends à ce que ce soit une entreprise qui soit plutôt émettrice de flux plutôt que consommatrice de flux de trésorerie, hein, puisque on est sur une activité qui est organiquement mature, donc à mon avis, elle n'a pas besoin de réinjecter massivement du cash pour financer l'activité. En tout cas, d'un point de vue multiple, ça se paye pas très cher. On est à 8 en rendement des capitaux investis, ce qui est bien, hein, c'est intensif en capital cette activité. Quasiment pas de dette au bilan, excellent. 3,5% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau. On est sur un payout ratio à 34%, des free cash flow qui sont moitié moindres que les bénéfices nets, donc ça donne un 70% en réalité. Maintenant, ça, c'est ponctuel à mon avis. Donc, je pense que le dividende va tranquillement augmenter sur le groupe Dila, qui est un dossier que je trouve tout à fait intéressant d'un point de vue value. Viridian, alors on est sur l'ancien CGG, donc il y a eu une phase de purge assez énorme, hein, sur CGG, des licenciements, restructuration, renégociation de la dette, etc. La boîte sur la tête de l'eau, bien aidée évidemment par le retour du prix du pétrole à un niveau élevé, hein. Eux, ils font, c'est du parapétrolier et ils font du logiciel pour aider l'exploration pétrolière et gazière. Donc, ils vont dépendre de la dépense en capital, évidemment, des pétroliers et des gaziers. Et cette dépense en capital a commencé à réaugmenter assez sérieusement depuis 2019-2020. Évidemment, il y a eu la période troublée 2020, mais à partir de 2021, mi-2021-2022, là, le prix de l'énergie, voire 2022, ça a commencé à fortement augmenter. Donc, Viridian s'en sort très bien maintenant. On est sur des multis qui sont au rabais de chez Rabais. On est à 3 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Il y a un petit problème, à mon avis, temporaire sur les bénéfices nets, mais ça, c'est plutôt de l'exceptionnel, hein, du non-cash surtout, puisqu'on voit que les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Et on se paye 1,1 fois les free cash flow. Ça veut dire que vous achetez Viridian maintenant, vous attendez 13 mois à peu près, vous avez amorti votre prix d'acquisition si, évidemment, il vous reverse tous les free cash flow. C'est pas forcément le cas, hein, mais parce qu'après, les free cash flow, ils peuvent finir, s'ils ne finissent pas dans votre poche, ils finissent dans la trésorerie. Donc voilà, hein, c'est pas du tout cher payé quand même, hein, Viridian. On est sur 8,6% de rendement des capitaux investis, ce qui est correct, on va dire, en rentabilité. Il y a encore un peu de dette, hein, 2,4 fois les bidas en dette nette, ils ne sont pas encore complètement sortis de l'eau, de la tête de l'eau, d'un point de vue endettement, mais la trajectoire est encourageante et ça s'améliore grandement. Ils ne versent pas encore de dividendes, en priorité au désendettement. C'est très intéressant. Viridian, je trouve ça très très intéressant. J'avais fait un focus sur la chaîne, sur cette société. Vous pouvez retrouver la vidéo et aller creuser plus en détail. Ensuite, on est sur Delta+. Donc là, c'est le spécialiste de l'équipement de protection individuelle. Donc forcément, ça va dépendre aussi de l'évolution de la dépense en infrastructure, en travaux résidentiels, etc. Donc pour l'instant, en Europe, c'est pas folichon, tout ce secteur-là. Donc on est sur 464 millions de dollars de market cap. Donc c'est une small cap. 8,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a quand même un bon fonds de croissance. 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 14 en ratio co-bénéfice, 15 en ratio coût free cash flow. C'est pas value, hein. Une Delta+, c'est pas value, hein, c'est plutôt GARP, on va dire.
Maintenant, il y a eu quand même un trou d'air sur les 2 dernières années, donc la croissance n'est pas à ce niveau-là sur les dernières années, donc ça se paye encore un peu cher par rapport à la croissance, récente. On est sur 8,2 en rendement des capitaux investis, ce qui est pas mal, 2,4 fois l'EBITDA dette net, ce qui est un peu élevé pour une société qui est cyclique. Je ne sais pas pourquoi ils sont endettés. À mon avis, ils font de la croissance externe en fait, via cette dette-là, il faudrait vérifier. 1,9% de rendement du dividende, 2,2 en rendement d'actionnaire, ils ont racheté des actions. Est-ce qu'elles sont annulées derrière? Il faut aller vérifier ça. 31% de payout ratio, c'est pas très élevé, hein. Ils peuvent monter le dividende sans problème, ils peuvent même le doubler. Allez, peut-être pas le doubler, mais ils peuvent aller jusqu'à 2,5% de rendement du dividende sans problème, hein. Donc Delta Plus, pourquoi pas? Pour l'instant, c'est encore un peu compliqué le cycle. Ça va se reprendre. Il faut peut-être attendre quelques publications, voir comment ça se passe. Line Data Services, on est dans le logiciel de mémoire, c'est plutôt du logiciel financier. 443 millions de dollars de market cap, 1,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas énorme, pas de croissance organique. Ça se paye cher, hein. 10 en VE sur EBITDA, enfin cher. Ça se paye à un niveau pas value, quoi. Ça se paye à un niveau raisonnable, mais ça se paye, c'est pas donné. Donc 10 en VE sur EBITDA, 15 en PE, 10 en price to cash flow. Voilà, c'est raisonnable, on va dire. Allez, on a 13 en rendement des capitaux investis, ce qui est la norme, on va dire, dans le logiciel. 1,1 fois les l'EBITDA en dette net, pas trop de dette, 2,3% de rendement du dividende, soutenable avec des free cash flow plus élevés que le bénéfice net. Donc, Line Data Services, plutôt pour un investisseur orienté croissance à prix raisonnable. Mais c'est à mon avis de la bonne qualité. Groupe Pizzorino. Donc là, on est sur Pizzorno, pardon. On est sur le retraitement, traitement des gestions, la gestion des déchets, pardon, une utilities donc, hein. Donc ça va dépendre évidemment de la dépense des communes, etc., hein, donc de la dépense publique, peut-être en difficulté en France, hein, dans les mois à venir. Donc méfiance un peu sur l'activité. Maintenant, ça, d'un point de vue quantitatif, c'est intéressant. On est sur 286 millions de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. En fait, il y a quand même un bon fonds de croissance pour cette activité, qui est tranquille, hein, comme activité. 6 en VE sur l'IDA, ça se paye pas cher. Après, les autres multiples, il y a des problèmes, hein. Il y a 20 en PE. À mon avis, ils ont passé des dépréciations amortissements importants, pardon. Et il n'y a pas de free cash flow. Donc, ils font de la dépense en capital. Mais le multiple de VE sur EBITDA est très très bas, donc est relativement bas. Donc, je pense qu'on peut se fier à ce multiple-là plutôt. Et ça se paye pas très cher de ce point de vue-là. On est à 7 en rendement des capitaux investis. C'est pas exceptionnel, mais bon, c'est correct. 0,3 fois les l'EBITDA en dette net, ce qui est du coup assez clean, hein, comme bilan. 4% de rendement du dividende, c'est bien, sauf que c'est neutralisé potentiellement. Il faut vérifier si ce sont de nouvelles actions qui sont mises en circulation, parce qu'on a un rendement d'actionnaire à 1,7%. Cash flow plus bas que les bénéfices nets. Attention qu'on a payé une partie du dividende à crédit. Donc ça, faut voir si c'est... bon, je pense que ça va être ponctuel, hein. Je pense que les free cash flow et les bénéfices nets vont remonter sur cette boîte, hein. Là, il y a peut-être eu un trou d'air temporaire. Si c'est structurel, dans ce cas-là, il vaut mieux éviter. Mais si c'est ponctuel, il n'y a pas de souci. Société marseillaise du tunnel Prado Carénage, SMTPC. C'est une boîte, donc c'est une filiale de Vinci et Eiffage, hein, je crois, qu'il y a les deux, qui gère le tunnel qui passe sous le Prado à Marseille. Donc ça, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une action, une entreprise, hein. C'est une quasi-obligation indexée sur l'inflation. En fait, c'est un péage, quoi. Vous achetez un péage. Maintenant, il y a une OPA à vil prix qui a été faite par les maisons mères. Et donc, il a été contesté cette OPA. Donc, pour l'instant, le titre n'est pas sorti de la cote. Je pense qu'il n'est pas très liquide. Et il y a un potentiel. Donc là, si on y va sur ce dossier, bon, on peut regarder une multiple, hein, c'est pas cher. On voit que c'est pas du tout cher. Il n'y a pas de dette. Et on voit que le rendement du dividende est pas mal, hein. Et en fait, voilà, c'est l'attrait de cette boîte, c'est que vous avez quand même une quasi-obligation avec un rendement du dividende qui est presque à 8%. Ce qui est pas mal, hein. Free cash flow en plus, bien plus élevé que les bénéfices nets. Donc vous êtes à 65% de payout ratio en termes de free cash flow, donc c'est soutenable. Bon, voilà. Maintenant, il y a l'histoire de la sortie de la cote derrière. Pour l'instant, vous pouvez, en fait, ça peut être un truc intéressant, avec vous êtes payé pour attendre avec un bon dividende, et un jour, peut-être qu'il y aura une sortie de cote à un prix plus élevé, donc en plus, vous aurez une plus-value. Voilà, c'est un truc qui bougera pas un portefeuille et qui vous versera du dividende. Donc, pourquoi pas intéressant. Freelance.com. Alors, là, on est sur une société, une plateforme, on va dire, qui met en relation les freelances avec les entreprises. 150 millions de dollars de market cap, donc c'est une micro-cap. Attention, sur ce genre de dossier, on est très dépendant des décisions du management. Il faut regarder aussi s'il n'y a pas des conventions réglementées qui favorisent le formateur majoritaire par rapport aux minoritaires. Donc ça, c'est à prendre en compte, hein. Énorme croissance en rythme annualisé sur 5 ans. On est à 5 en VE sur EBITDA, 8 en PE, 8 en price to free cash flow. Donc ça se paye pas du tout cher, avec vraiment une capital investi à 7,6%.
ce qui est pas, qui est correct, mais c'est pas incroyable, hein, pour du logiciel. Maintenant, je pense qu'ils gagnent un peu des parts de marché. Il faut qu'ils gagnent un peu plus de parts de marché pour pouvoir, monter leur rentabilité. 0,7 fois l'EBITDA net, pas beaucoup de dettes, 3,5 en rendement du dividende, ce qui est pas mal, ce qui est soutenable avec un payout ratio à 25. Freelance.com, je crois que il y a quand même, il faut retraiter les comptes en fait. J'avais lu sur X, il y avait un tutos qui m'avait dit attention, la façon de compter l'EBITDA est un peu louche. C'est multiple pas, on peut pas prendre le multiple qui est affiché ici facialement. Il faut retraiter ça. Et parce que ça m'étonne qu'une société avec une si forte croissance ne se paie avec des multiples aussi bas. Donc il faut retraiter ces chiffres-là. ADL Partner, donc là on est sur l'ancien décuple, d'ailleurs c'est le nom du ticker. Elle est dans le fonds France Indépendance AM, donc c'est un gage un peu de qualité. On est sur 9,5 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est une bonne croissance. Eux, ils sont spécialisés dans le data marketing. Ils ont pivoté. Avant, ils faisaient un peu de marketing, des médias, etc. Ils ont pivoté pour faire plus du data marketing. Et c'est évidemment à plus forte valeur ajoutée. Ça se traite 8 fois la valeur entreprise sur EBITDA, ce qui n'est pas excessivement cher, 12 en PE et 8 en price to free cash flow. Donc, on est sur un dossier quasi value. Hein. Allez, regarde qu'on est value. 8,4 en rendement des capitaux investis, ce qui est pas mal. 0,8 en termes de dette nette sur EBITDA. Donc pas trop de dettes, 2,8% de rendement du dividende, 3,8% de rendement de l'actionnaire. Ils rachètent des actions, est-ce qu'elles sont annulées derrière? Il faut vérifier ça. On a un payout ratio qui est en dessous de 40%, parce que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices, plus élevés que les bénéfices nets, donc très soutenable ce dividende. Alors vous avez de quoi faire, hein, selon votre profil. Si vous voulez faire de la croissance qualitative, toujours, on peut prendre du Robertet. On peut prendre du Lectra, c'est pas mal. On peut prendre du Equasense aussi, même si ça se paye un peu cher, je trouve. Si vous faites de la value, on peut aller sur Groupe Guillain, Viridian, je trouve ça pas si mal. ADL Partner, je trouve ça pas si mal. Les autres, ça mérite un peu d'être traité. Je pense que les secteurs d'activité sont un peu plus complexes ou sujets à des facteurs externes. Donc voilà, vous avez de quoi faire avec la liste que j'ai mentionnée. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.